Le 9 mai 2025. Nancy. Une date qui devait marquer l'histoire de l'Europe. Emmanuel Macron et Donald Tusk signent le traité de Nancy, un pacte stratégique censé unir la France et la Pologne dans une solidarité irréversible. Les caméras immortalisent les poignées de main. Les sourires diplomatiques. Les déclarations d'amitié éternelle. Mais derrière ces façades, une guerre silencieuse venait de commencer. Une guerre qui allait révéler la vraie nature des alliances européennes. Et ce jour-là, personne ne savait encore qu'Emmanuel Macron préparait une réponse qui allait sidérer Varsovie. Pourquoi la Pologne, après avoir signé ce traité d'amitié, a-t-elle tourné le dos à la France? Qui tire vraiment les ficelles de cette trahison? Et comment Macron a-t-il transformé cette humiliation en leçon magistrale de géopolitique? Restez avec moi. Parce que ce que vous allez découvrir va changer votre vision de l'Europe pour toujours. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là à Nancy, il faut remonter quelques mois en arrière. Début 2025. Les couloirs de l'Élysée bruissent d'une ambition, créer un nouvel axe franco-polonais capable de rivaliser avec le couple franco-allemand. Macron voit en la Pologne un partenaire stratégique pour l'Est de l'Europe. Un pays qui comprend la menace russe. Un pays qui pourrait devenir le pilier oriental de la souveraineté européenne. Les équipes diplomatiques françaises travaillent jour et nuit. Des dizaines de réunions. Des négociations secrètes. L'objectif est clair, faire de la Pologne le nouveau champion de l'autonomie stratégique européenne. Et pour cela, la France est prête à investir massivement. Plus de 10 milliards d'euros d'investissements français sont déjà présents en Pologne. 50 000 emplois créés par des entreprises françaises. La France n'est pas un simple partenaire. Elle est un pilier de l'économie polonaise. Mais Macron ne sait pas encore une chose. Une chose que les services de renseignement français découvriront trop tard. Pendant que Paris tendait la main à Varsovie, Varsovie avait déjà fait son choix. Et ce choix portait un drapeau américain. Septembre 2025. Un incident apparemment mineur va tout révéler. Des drones russes violent l'espace aérien polonais. La France réagit immédiatement. À l'OSCE, le représentant français condamne avec la plus grande fermeté ces incursions. Paris rappelle son engagement envers la Pologne. La solidarité irréversible promise à Nancy. Mais la réponse de Varsovie est étrangement tiède. Polie. Diplomatique. Mais sans chaleur. Les analystes français commencent à creuser. Et ce qu'ils découvrent les glace. Pendant que Macron négociait le traité de Nancy, pendant que la France proposait des partenariats industriels dans la défense, la Pologne signait des contrats colossaux avec les États-Unis et la Corée du Sud. Des chars Abrams. Des systèmes de défense antimissiles. Des avions de combat. Jusqu'à 40% des achats militaires polonais allaient à Washington et Séoul. Pas un centime à Paris. Le traité de Nancy évoquait pourtant une base industrielle et technologique de défense européenne. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. La Pologne ne voulait pas d'une Europe souveraine. Elle voulait la protection américaine. Et elle était prête à sacrifier la solidarité européenne pour l'obtenir. Amélie Zima, chercheuse à l'IFRI, résume la situation avec une clarté brutale: la France n'est pas capable de livrer les classes d'équipement souhaitées par Varsovie. Mais est-ce vraiment une question de capacité? Ou est-ce une question de choix? La Pologne préfère-t-elle vraiment les armes américaines? Ou préfère-t-elle la dépendance américaine? Dans les bureaux de l'Élysée, la colère monte. Pas une colère impulsive. Une colère froide. Calculée. Macron convoque ses conseillers. La question est simple: comment répondre à cette trahison sans briser l'unité européenne? Comment donner une leçon à Varsovie sans offrir une victoire à Moscou? Et c'est là que le génie stratégique de Macron entre en jeu. Il ne va pas attaquer frontalement. Il ne va pas dénoncer publiquement. Il va faire quelque chose de bien plus redoutable. Il va exposer la contradiction polonaise. Il va forcer Varsovie à choisir entre ses déclarations et ses actes. Le 2 juin 2025, la Pologne organise des élections présidentielles. Karol Nawrocki, candidat conservateur, remporte la victoire. La France le félicite officiellement. Mais dans les coulisses, les diplomates français savent ce que cela signifie. Le nouveau président polonais est encore plus atlantiste que son prédécesseur. Encore plus méfiant envers l'Europe. Encore plus dépendant de Washington.
Les experts français commencent à parler ouvertement. Dans les médias. Dans les think tanks. Ils posent des questions embarrassantes. Si la Pologne veut vraiment la solidarité européenne, pourquoi achète-t-elle américain? Si la Pologne veut vraiment l'autonomie stratégique, pourquoi se place-t-elle sous parapluie de l'OTAN? Si la Pologne veut vraiment être un partenaire égal, pourquoi agit-elle comme un vassal? Mais Macron garde sa plus grande carte pour la fin. En octobre 2025, lors d'un sommet européen à Bruxelles, il prend la parole. Pas de colère dans sa voix. Pas d'accusation directe. Juste une série de questions. Des questions simples. Des questions dévastatrices. Comment pouvons-nous construire une Europe souveraine si nos partenaires préfèrent acheter américain? Comment pouvons-nous parler de solidarité irréversible si cette solidarité ne fonctionne que dans un sens? Comment pouvons-nous investir des milliards dans l'économie polonaise si ces milliards servent à enrichir nos concurrents? Le silence dans la salle est assourdissant. Les délégués polonais baissent les yeux. Tusk, présent à la réunion, tente une réponse. Il parle de pragmatisme. De délai de livraison. De compatibilité avec les systèmes de l'OTAN. Mais ces arguments sonnent creux. Parce que tout le monde dans cette salle sait la vérité. La Pologne a fait un choix. Et ce choix n'était pas l'Europe. Macron continue. Il ne hausse pas le ton. Il n'a pas besoin de le faire. Chaque mot est une lame. La France a toujours été aux côtés de la Pologne. Quand Napoléon a créé le duché de Varsovie en 1807, c'était pour restaurer la souveraineté polonaise. Quand De Gaulle a quitté le commandement intégré de l'OTAN en 1966, c'était pour défendre l'indépendance européenne. Aujourd'hui, nous proposons à la Pologne de marcher avec nous vers cette même indépendance. Mais on ne peut pas marcher ensemble si l'un regarde vers Washington pendant que l'autre regarde vers Bruxelles. La réaction ne se fait pas attendre. Dans les médias polonais, c'est l'explosion. Certains accusent Macron d'arrogance. D'autres parlent d'ingérence. Mais beaucoup de Polonais commencent à se poser des questions. Pourquoi leur gouvernement a-t-il signé un traité qu'il n'avait pas intention de respecter? Pourquoi Varsovie joue-t-elle sur deux tableaux? Pourquoi la Pologne accepte-t-elle les investissements français mais refuse les partenariats stratégiques? En France, la réaction est unanime. Les sondages montrent que plus de 60% des Français soutiennent la position de Macron. Ils comprennent ce qui est en jeu. Ce n'est pas une querelle entre Paris et Varsovie. C'est une bataille pour l'âme de l'Europe. Est-ce que l'Europe sera un continent souverain, capable de défendre ses intérêts? Ou est-ce qu'elle restera un protectorat américain, incapable de prendre ses propres décisions? Les industriels français applaudissent. Dassault Aviation, Thales, Naval Group, toutes ces entreprises qui ont vu leurs offres rejetées par Varsovie au profit de Lockheed Martin et Raytheon, toutes ces entreprises qui ont perdu des milliards de contrats, elles voient enfin un président qui défend leurs intérêts. Qui refuse de laisser l'Europe devenir un simple marché pour les armes américaines. Mais la leçon de Macron ne s'arrête pas là. Parce qu'il sait que les mots ne suffisent pas. Il faut des actes. Et ces actes vont frapper là où ça fait mal. Au portefeuille. En novembre 2025, la France annonce une révision de sa politique d'investissement en Europe de l'Est. Les entreprises françaises qui investissent en Pologne ne recevront plus les mêmes garanties de l'État. Les subventions pour les partenariats franco-polonais seront réduites. Les programmes de coopération industrielle seront gelés jusqu'à nouvel ordre. Le message est clair, si la Pologne veut jouer avec l'Amérique, qu'elle assume les conséquences. L'impact est immédiat. Les entreprises polonaises qui dépendent des investissements français commencent à paniquer. Les 50 000 emplois créés par les entreprises françaises sont menacés. Les milliards d'euros d'investissement pourraient être redirigés vers d'autres pays. Vers la Roumanie. Vers la République tchèque. Vers des pays qui comprennent la valeur de la solidarité européenne. À Varsovie, les conseillers économiques de Tusk tirent la sonnette d'alarme. Ils présentent des rapports alarmants. Si la France se retire, l'économie polonaise pourrait perdre jusqu'à 2% de son PIB. Des dizaines de milliers d'emplois. Des milliards d'euros d'exportation. La Pologne ne peut pas se permettre de perdre la France. Mais elle ne veut pas non plus perdre l'Amérique. Et c'est là que le piège de Macron se referme. Parce qu'il a compris quelque chose que Varsovie refuse d'admettre. L'Amérique ne sauvera pas l'économie polonaise. L'Amérique vend des armes.
Elle ne construit pas d'usines. Elle ne crée pas d'emplois. Elle ne forme pas d'ingénieurs. L'Amérique prend. L'Europe donne. En décembre 2025, Tusk demande discrètement une rencontre avec Macron. Pas à Paris. Pas à Varsovie. À Bruxelles. Terrain neutre. Les deux hommes se retrouvent dans un bureau discret du Conseil européen. Pas de caméra. Pas de journalistes. Juste deux leaders face à face. Tusk tente de justifier sa position. Il parle de la menace russe. De la nécessité d'avoir des armes rapidement. De la pression de Washington. Mais Macron ne le laisse pas s'en tirer aussi facilement. Il sort un dossier. Un dossier épais. Rempli de chiffres. De contrats. De dates. Il montre à Tusk que la Pologne a commencé à négocier avec les Américains avant même le début des discussions sur le traité de Nancy. Que Varsovie n'a jamais eu l'intention de respecter ses engagements. Que tout cela n'était qu'un jeu pour obtenir plus de concessions de Bruxelles. Tusk ne peut pas nier. Les preuves sont là. Noir sur blanc. Il essaie une autre approche. Il parle de compromis. De nouveaux accords. De gestes de bonne volonté. Mais Macron secoue la tête. Donald, le problème n'est pas technique. Le problème est politique. Vous devez choisir. Soit vous êtes avec l'Europe, soit vous êtes avec l'Amérique. Vous ne pouvez pas être les deux. La rencontre se termine sans accord. Mais quelque chose a changé. Tusk sait maintenant que Macron ne bluffe pas. Que la France est prête à aller jusqu'au bout. Que l'ère des compromis faciles est terminée. Dans les semaines qui suivent, des signaux discrets commencent à apparaître. La Pologne annonce qu'elle va réévaluer certains de ses contrats d'armement. Qu'elle va explorer des partenariats avec des entreprises européennes. Qu'elle reste engagée envers la solidarité européenne. Ce ne sont que des mots. Mais ce sont des mots importants. Parce qu'ils montrent que la leçon de Macron a porté ses fruits. À Paris, les conseillers de Macron savourent leur victoire. Mais le président reste prudent. Il sait que la bataille n'est pas terminée. Que la Pologne va continuer à jouer sur deux tableaux. Que Washington va continuer à faire pression. Mais il sait aussi qu'il a établi une ligne rouge. Que l'Europe ne sera plus le guichet automatique des pays qui préfèrent acheter américain. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'Europe? Qu'est-ce que cette confrontation entre Paris et Varsovie nous révèle sur l'état de l'Union européenne? Premièrement, elle révèle une fracture profonde. Une fracture entre ceux qui croient en une Europe souveraine et ceux qui préfèrent la protection américaine. Cette fracture n'est pas nouvelle. Elle remonte à la création de l'OTAN. Mais elle n'a jamais été aussi visible. Aussi dangereuse. Deuxièmement, elle révèle l'hypocrisie de certains discours. Combien de leaders européens parlent de solidarité tout en agissant dans leur seul intérêt national? Combien signent des traités qu'ils n'ont aucune intention de respecter? Combien utilisent l'Europe comme un distributeur de subventions tout en refusant de contribuer à sa construction? Troisièmement, elle révèle la faiblesse de l'Europe face aux pressions extérieures. Quand Washington appelle, combien de capitales européennes répondent « oui » sans même réfléchir? Combien sont prêtes à sacrifier l'intérêt européen pour plaire à la Maison-Blanche? Mais cette confrontation révèle aussi quelque chose de positif.